Catalan qui s'appelle Orbitum. Orbitum annonce un projet très intéressant pour Diamandio avec Apix et encore présenté pour faire l'installation d'une grande centre logistique de 5 ans au sein d'entreprises catalanes de premier ordre pour aider les composants de la construction à l'Afrique occidentale. Nous sommes, après 3-4 années, travaillant avec des projets de l'habitat, pas comme s'appelle l'habitat social, parce que dans mon opinion, l'habitat social, c'est infralogement. L'habitat, on peut faire au-dessus de 300 € mètre carré. Au-dessus de 300 € mètre carré, les logements, c'était infralogement. Pas avoir de fenêtres, de portes, de verres, de cuisines et tout ça. C'est-à-dire, pour monter une véritable industrie de construction, il faut installer les petites industries de composants. L'aluminium pour les fenêtres, les verres, les cuisines, le pavage. C'est le matériel qui ont besoin les Sénégalais dans ces moments. Pour faire ça, le Catalan, nous pouvons aider à monter un grand centre logistique. Nous avons la financiation pour ces centres. Mais pour faire l'attraction de tous les groupes d'entreprises catalanes qui veulent aller, comme Escofet, comme Roca, comme Essentium, les grandes entreprises de construction, il faut avoir des contrats maintenant faits dans le pays qui permettent de démarrer toutes ces industries. C'est la proposition que je vais lui faire aujourd'hui et je vais entrer en contact avec le directeur d'Apix. J'ai très bonne information d'Apix. Nous avons encore initié de démarrer ces projets parce que nous voulons avoir les contrats signés pour les œuvres. Nous avons à Le Parmazou un projet, nous avons à Mont-Roland un projet, nous avons à Diamandio un projet, à Pont-Serein un projet. Nous avons un ensemble de projets qui sont en course pour monter cette centre logistique. Nous voulons monter cette centre logistique, un à Sénégal et un autre à Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire peut prendre la zone pour les exportations de ce coin et le Sénégal peut avoir pour aller au Mali, pour aller à Guinée-Conakry et tout les autour du Sénégal qui avec Dakar a les ports stratégiques de l'Atlantique. Il y a un chef de projet exclusivement dédié au développement d'un centre logistique à Diamniadio pour faciliter l'ensemble des problèmes afférents à la logistique. Au-delà du Sénégal, votre position à Diamniadio vous permet de pénétrer le marché de la sous-région, même jusqu'en Guinée, qui va connaître la plus grande mine du monde. La mine, voilà, vous êtes au courant. La plus grande mine va être implantée en Guinée. La mine de fer, qui aura besoin d'un investissement de l'ordre de 7 milliards d'euros en termes de logistique.
Rien que pour les bateaux, pour le transport du fer sur le port de Dakar, parce que le port de Conakry n'est pas outillé pour ça, nous nous positionnons pour être un centre logistique. Donc de manière plus triviale, c'est une des préoccupations du plan Sénégal émergent. Et avant de partir d'ici, je me propose de vous remettre les coordonnées du chef de projet. Le chef de projet Up Logistique. Évidemment, je participerai à votre implantation à cet égard. La deuxième question, Madame le ministre, sur laquelle je suis interpellé, je crois, ça porte sur les problèmes de justice pour la pêche. Alors, il n'y a pas de problème sur la pêche au Sénégal, mais il y a un besoin de réorganiser la pêche au Sénégal. Pour tout vous dire, nous avons constaté, enfin, pas moi, les plus hautes autorités ont constaté qu'il y a deux secteurs qui devraient rapporter davantage aux populations du Sénégal. Deux secteurs, c'est les mines et la pêche. Il y avait une exploration incontrôlée de ces deux secteurs. La majorité, 80% de la production, vous vous imaginez, le Sénégal a un stock, un revenu annuel de 200 milliards, pour 40 milliards seulement qui viennent aux populations. C'est très peu pour les mines. Pour la pêche, l'ordre de grandeur est encore plus importante. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de réorganiser le secteur. Et en réorganisant le secteur, il y a des activités qui ont été gelées. Mais le délai, c'est ce mois de décembre-là, ça va finir. Il y a un nouveau texte qui va sortir et qui va consacrer une nouvelle gouvernance du secteur de la pêche au Sénégal, bien entendu, qui prenne en compte l'exigence de partage des revenus entre l'investisseur et les populations. C'est ainsi que les taxes vont être revues, l'accès au marché va être revu et surtout, le phénomène de transformation des produits de la pêche sera au cœur de la nouvelle gouvernance des pêches. Les procédures devant la justice, pour les procédures devant la justice, tout à l'heure dans ma présentation, j'ai insisté sur les handicaps du Sénégal. C'était pour mettre en exergue l'idée qu'il y a une nouvelle dynamique de gouvernance depuis 2012. Évidemment, on ne va pas jeter l'anathème pour ceux qui étaient là, mais à l'évidence, il est apparu opportun de réformer tout cela. Et en réformant tout cela, si vous avez un problème, si vous avez un procès, si vous avez un contentieux, la préférence du Sénégal, c'est un traitement non juridictionnel. Il y a des guichets où vous pouvez traiter, à l'APIX, il y a par exemple ce qu'on appelle problem solving. Des guichets qui vous permettent de prendre en compte vos préoccupations judiciaires sans que vous soyez obligé d'aller devant des tribunaux. Ça, c'est la préférence des autorités, qui est explicitement dit dans le Code des marchés, dans la loi PPP et surtout dans le plan Sénégal émergent. Maintenant, si vous avez quand même envie d'aller en justice, vous pouvez y aller. Le Sénégal a des tribunaux qui sont contrôlés par une société civile, surveillée, je voulais dire, par une société civile dynamique. Donc vous avez l'option non juridictionnelle, mais vous avez aussi l'option juridictionnelle. Et dans ce cadre-là, vous pouvez commencer par un médiateur de la République qui statue entre un particulier, qu'il soit sénégalais ou pas, par rapport à l'administration. Je ne suis pas du secteur de la justice, je suis macroéconomiste, mais voilà ce que je pouvais vous dire. Si le monsieur qui a posé le problème, c'est un problème assez particulier, peut se rapprocher de moi, je peux vous donner toute la documentation y afférente sur le problème de la justice. Je vous invite à venir m'expliquer davantage votre problème. Mais en toute évidence, comme il l'a si bien dit, le président de la République, l'actuel garde des Sceaux, le gouvernement dans son ensemble tient à la célérité de la distribution de la justice dans notre pays. Merci. De nouveaux textes ont été votés, enfin disons votés, non, des décrets ont été pris par le président de la République sur la conciliation et la médiation pénale dans le cadre des affaires. C'est pour privilégier, disons, le règlement oui, des conflits, le règlement des litiges par ces modes alternatifs-là. Et ce sont des textes qui ont été votés en mars 2015. Une autre de ces préoccupations, c'est la question de la création d'un écosystème de construction. Parce qu'il y a l'habitat, pilier important, pas seulement habitat social, habitat parce que les politiques étaient définies, j'en parle, j'étais ministre de l'urbanisme et de l'habitat avant d'être ministre de la promotion des investissements et j'ai
disons, conçu un peu la plupart de ces politiques-là dans le secteur. Et on parlait bien de 60% d'habitat social à côté de 40% d'un habitat, disons, pas forcément haut de gamme, mais en tout cas moyenne et haute gamme. Et c'était pour favoriser la mixité sociale, pour ne pas créer de ghetto. Nous avons essayé d'apprendre des leçons de chez vous notamment. Et il était question de la construction et d'un écosystème de construction qui s'appuierait sur les ressources dont dispose notre pays. C'est le ciment qui est le plus connu, mais les sables qui permettent de faire des vitres existent également. Pour les pavages, les carrières existent aussi, et il y a probablement d'autres industries, petites et moyennes, qui pourraient être favorisées, en tout cas promues, à partir de ces composantes de la construction. Là également, je pense que le marché est ouvert pour son développement. Je termine sur les changements climatiques. Aujourd'hui, cette question est admise en général comme un problème global. Et on disait à l'époque, agir, disons, c'est une question globale pour laquelle il faut agir localement. Et aujourd'hui, face à la problématique, certains ont des devoirs de prendre des mesures d'atténuation et d'autres sont sur les mesures d'adaptation. D'accord? Et donc, nous sommes dans les mesures d'adaptation et le Sénégal a été l'un des premiers bénéficiaires de ces fonds dont vous parlez. On a eu à plusieurs reprises des financements pour réduire les gaz à effet de serre, remplacer ces gaz dans le matériel domestique comme les frigos, former toutes les personnes qui travaillent dans le froid, etc. Et aujourd'hui, la perspective, c'est d'investir dans les énergies propres ou en tout cas d'intervenir dans les processus anciens pour effectivement rendre et nous adapter à la situation et mettre des technologies en général, pas seulement les énergies, mais des technologies propres pour les changements climatiques. Donc nous sommes particulièrement engagés et nous sommes parmi les experts qui aujourd'hui, au niveau de la France, réfléchissent ensemble avec d'autres sur justement tous ces fonds-là qui doivent faciliter les mesures d'adaptation dans les pays affectés. Évidemment, avec toute la réflexion qui est en amont et qui clarifie les responsabilités des uns et des autres. Parce que je crois que vous avez entendu le président Macky Sall le dire, bon, il faut appliquer le principe du pollueur-payeur. Ceux qui polluent le plus doivent payer le plus. Mais comme nous sommes engagés tous dans la même barque, la planète étant une et indivisible, les problèmes d'environnement n'ayant pas de frontières, il faut voir comment chacun prend sa part dans la perspective de, disons, de régénérescence de notre planète. Donc nous sommes, monsieur, totalement engagés dans ces politiques et nous émergeons déjà sur les fonds verts qui permettent de faire face à ces changements climatiques. Merci, Madame le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur les membres de l'APIX, Mesdames, Messieurs, représentants des entreprises sénégalaises en Espagne, chers compatriotes. Donc Prosolia est une entreprise espagnole de Valence. Donc c'est à partir de 2010 que nous sommes installés au Sénégal. Mais il faut dire qu'à partir de cette année, Prosolia Sénégal est devenu, en tout cas, le siège central de Prosolia en Afrique, parce que c'est à partir du Sénégal, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que notre entreprise a pu avoir une ouverture sur l'Afrique. Dans la ligne de ce qui est prévu au Sénégal, naturellement, pour l'horizon 2018,
nous avons prévu de développer 20 MW au Sénégal, dans le cadre de PPP, partenariat public-privé, mais aussi dans le cadre de propositions spontanées avec l'ASER. De la même façon, en Guinée-Bissau, nous sommes aussi en train de développer 20 MW, mais cela dans le cadre de la mise en œuvre du PRODER, qui est le programme pour le développement des énergies renouvelables dans la sous-région, avec l'UMOA. Au Ghana, nous avons 100 MW en promotion, qui est éminemment privé. Au Nigeria, nous avons 10 MW. Donc pour les installations connectées au réseau, nous comptons les faire sous forme de mini-grid ou même une production qui serait injectée, dans le cas du Sénégal, sur le réseau de la Sénélec pour augmenter sa capacité. Donc pour le moment, nous avons prévu un investissement de 180 millions entre le Sénégal, la Guinée-Bissau, pour des mini-réseaux, pour des mini-kits et pour l'éclairage public. Nous croyons que pour développer ces genres d'infrastructures et les pérenniser, il faudrait en amont que les gens soient formés, il faudrait en amont que les autorités soient sensibilisées, il faudrait en amont qu'ils soient convaincus non de se retourner directement vers les énergies renouvelables. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un bon exemple de partenariat parce qu'en général, quand on parle de partenariat gagnant-gagnant, on parle du point de vue de l'investisseur et du point de vue du pays qui accueille. Rarement on prend en compte la communauté bénéficiaire qui gagne aussi. Et donc c'est une triangulation qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que nos autorités sont particulièrement attentives à tout ce qui fait bondir en vérité notre économie et notre environnement des affaires. Le président de la République récemment a évoqué cette question du monopole de la Sénélec, évidemment, qu'il faut adresser. Et à son retour de New Delhi, déjà, le sommet Inde-Afrique, il n'y a pas longtemps, il a été quelque chose s'est passé dans sa tête et dans nos têtes à tous, d'ailleurs, sur l'énergie solaire, parce que nous en avions une certaine conception du point de vue de la technologie et du point de vue des coûts, n'est-ce pas? Et il est en train de se passer quelque chose de révolutionnaire dans la technologie et qui impacte les coûts de façon significative et donc qui va être favorable à la perception que tout le monde avait de cette énergie solaire. Et je ne serais pas étonnée que dans les prochains mois, nous ayons une orientation très sensible au solaire. En tout cas, moi, je suis maire de quelque part, d'une zone qui était communauté rurale, qui est passée commune de plein exercice et qui gère 56 villages relativement dispersés. Et bien évidemment, ma solution, ça ne va pas être le raccordement au réseau Sénélec qui est un peu cher et long. Ça va être très probablement le solaire. Et enfin, disons, je ne parle pas pour le maire de Gandon que je suis, mais pour toutes les collectivités locales qui sont confrontées à ce problème-là d'investissement sur des infrastructures structurantes. Et j'aurais tendance, moi, à considérer qu'il s'agit là d'infrastructures. À Foemen d'intervenir maximum 5 minutes. Baviera aussi. S'il y a un groupe dans le domaine des infrastructures qui s'inscrit, vraiment, on lui donne 5 minutes aussi. Sinon, on passe sans débat. On nomme les entreprises sénégalaises qui sont là. Après, on finit par donner la parole a Atidjari. Voilà, donc c'est la proposición. Me llamo María Doval. Buenos días, Excelencia. Y soy directora ejecutiva del Grupo Metálicas de la Fuente. En primer lugar, darles las gracias por darnos la oportunidad de participar en este foro. Nosotros
Somos una empresa que tenemos un cierto valor, ya que, según las escuelas de negocio, la perdurabilidad lo es, y nosotros llevamos en el mercado unos 70 años. Entonces, esta perdurabilidad se ha conseguido en base a una capacidad de adaptación en cada una de las circunstancias que hemos tenido que atravesar, empezando por el Rubicón, que todos conocemos y que hemos pasado durante toda esta crisis verdaderamente notable. Nosotros hemos apostado hace 3 años aproximadamente por la expansión en el extranjero. Nos interesa muchísimo Senegal, en primer lugar porque es un país que tiene una historia y una democracia como la nuestra. En segundo lugar porque tiene unas dimensiones ideales en cuanto a geografía y en cuanto a población. Después tiene un crecimiento muy desarrollado. Y por último, nosotros entendemos que nuestros productos, ya que somos industriales, pueden adaptarse perfectamente a las necesidades del país. Nuestra producción se basa en la generación de productos fundamentalmente metálicos y que se adaptan a cualquier proyecto de construcción que nosotros, incluso con nuestras ingenierías, desarrollamos dentro de un marco que tiene que ser, o tendemos a que sea, mucho más barato, mucho más rápido y mucho más sostenible, en algunos casos incluso reciclable. En los momentos en los que hemos estado más desesperados, lógicamente, pues hemos tenido que ser más imaginativos. Entonces, hemos apostado siempre por los materiales novedosos, diferentes, y en resumidas cuentas hemos intentado darle siempre respuesta a 3 cosas, a 3 problemas que nos hemos encontrado siempre en África, que es donde nosotros trabajamos más. Uno de ellos es el diseño de viviendas sociales cada vez más baratas y cada vez más rápidas. Por otra parte, el tratamiento y depuración de las aguas de recursos naturales, de lluvia o de río, incluso de mar. Hemos estado hablando hace un momento del tema de las desalinizaciones. Nosotros construimos depuradoras muy pequeñas, depuradoras y desalinizadoras que son, no voy a decir de uso doméstico, pero que van de entre 500 litros hasta 5.000 litros u 8.000 litros diarios. No son la depuradora del Cairo. Y por último, también hemos apostado por el ahorro de energía a base de dotar a nuestras viviendas y a nuestras construcciones de unos kits de energía solar que las permite ser prácticamente autónomas. Bien, mañana vamos a presentar un proyecto dentro de estas características. Nosotros hemos venido aquí a escuchar, hemos venido aquí a aprender y a mejorar. Y, por supuesto, nos gustaría muchísimo poderles llegar a interesar. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Vous voyez bien qu'on parle aussi de l'adaptation au changement climatique avec l'efficacité énergétique des bâtiments qu'on pourrait évoquer sans compter de l'écosystème de construction. Merci beaucoup, madame. Le groupe Baviera, ils ne sont pas là. Baviera, oui. Muchas gracias, señoras autoridades. Nosotros, soy Enrique Baviera, del grupo Ceofarma. En principio nacimos como una empresa, somos de Valencia, como una empresa de consultoría estándar en el ámbito sanitario. Esta especialización la hemos ampliado por las necesidades de nuestros clientes, básicamente al sector de las infraestructuras, viviendas, energía solar y sobre todo el sector de agricultura, o sea, el agrobusiness que llamamos siempre.
Nosotros, nuestra razón de ser, llevamos unos 2 años centrado nuestro sector exterior en África, en la África subsahariana. Tenemos 6 países centrados y entre ellos los que más destacan es Nigeria, Ghana, que es donde nos vamos a instalar próximamente, y Senegal. Nosotros, ¿qué ofrecemos y qué buscamos? Nosotros, nuestra razón de ser es queremos empezar quizá por lo más difícil, que es poder hacer una inversión directa en el país de destino. Para nosotros el ámbito cultural del país de destino, de la sociedad a la que nos dirigimos, es básica. Queremos observar por qué hay problemas que, como sabemos, la inversión tiene siempre miedo y siempre hay que ir en grupo, pero porque desconocemos el marco jurídico y social, sobre todo donde estamos. Hoy estamos aquí para ver si tenemos la suerte de repetir quizá la experiencia que está muy cercana de implantarse en Ghana en el sector agroalimentario, que consiste básicamente, en nuestro caso, porque vemos que son proyectos prioritarios, es la producción de grano y carne de pollo, entendido como un ciclo completo. Es decir, nuestro planteamiento es hacer una gran inversión desde España de bienes de inversión para hacer todo el ciclo de la producción, de las distintas fases, en este caso en Senegal. Es decir, entendemos que la única opción que tienen los países en vía de desarrollo es siempre el incrementar las exportaciones, pero nosotros entendemos que primero hay que guardar la casa, es decir, hay que producir a costes internacionales en el país en el que nos destinamos. Y empezamos, pues lógicamente, la primera fase es la producción de maíz o pienso en general. Luego la siguiente fase sería también, los que conocen el sector, pues la producción de los pollitos de un día con todo el proceso, la recría, y que se desvive también luego en la fase de engorde, pero sobre todo también hacemos la fase de matadero, tenemos solucionado el transporte y la energía, porque son costes básicos en África, sobre todo la energía. Y también, por supuesto, queremos continuar con estas fases en el tema de la logística, la distribución, hasta llegar al punto de venta. No contemplamos una fase si no controlamos el mercado. Quizá porque venimos de la agricultura, pues sabemos lo difícil que es. No nos fiamos nunca de los gobiernos, porque la razón del gobierno es que la comida siempre sea barata, pero en esta cadena de valor siempre se centra la acumulación del valor en el sector comercial. Quizá tenemos una empresa en Valencia muy importante que todos conocéis, Seimmente, y personalmente tuve la ocasión de vivir los momentos más difíciles de ella. Es decir, lo que buscamos es implantarnos en este caso en Senegal y desarrollar el ciclo completo, tanto en la fase de producción como en el tema de la comercialización. Actuamos como un consorcio. Nosotros estamos actuando en los distintos sectores, pues nosotros como CEO Pharma lo que hacemos, trabajamos vía consorcio. Y según proyecto a proyecto, y en este caso podríamos tener contactos de unas 22 empresas, pero en este caso estamos unas 5 o 6 empresas que participarían en el proyecto como nosotros. Para nosotros es fundamental la formación en destino, porque si no, no hay éxito. No puede ser todo expatriado, si lo conocemos, pero primero, ¿qué ofrecemos a los países? Fundamentalmente es un stop a las importaciones de algo que sea prioritario para ellos. Entendemos que después de tener agua limpia, pues querrán comer y la carne de pollo es la más sana o el primer estadio de eso. Y en esa vía en la que estamos. Y luego quizá pues nos planteamos el área en la que se ubican para poder exportar. Pero primero veamos si somos capaces de producir costes internacionales para estar, lógicamente, defendidos de la importación. ¿Qué gana España como empresa española y qué se gana en los países de destino? Bueno, lo fundamental es que conocemos la sociedad en la que nos vamos a destinar. Sabemos de que los errores se producen probablemente por el desconocimiento. Y si somos capaces de hacer una inversión directa, esto se transformará después en 2 plataformas básicas, que son la comercialización, plataformas de comercialización tanto en origen como en destino, y también en las plataformas de inversión tanto en origen como destino. Si alguien
de cualquier país, o incluso España, quisiera invertir en el sector que es propio, bueno, el sector farmacéutico, bueno, nosotros estamos centrados en la distribución y en las oficinas de farmacia, aunque también en hospitales, pues les daríamos una solución. Pero en este caso, nuestro objetivo es hacer una inversión directa en este caso en Ghana, y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias. Mais enfin, le poulet, c'est intéressant. Dans ce domaine, nous avons quand même un avantage comparatif d'une industrie nationale intégrée aussi, et il serait bon de construire là peut-être un partenariat avec M. Ngom qui dirige ou qui plastronne sur ce secteur-là. Mais vous pourrez en discuter avec nous tout à l'heure, et l'APIX pourrait vous donner un certain nombre d'éclairages. Sur la Grande Côte, avec la nouvelle VDN, avec l'appui du PSE, on est en phase de lancer un programme important, avec, sous forme de base vie, où il y aura vraiment tout, banques, supermarchés, les écoles seront en place, les plages aménagées. Et je pense que c'est en très bonne voie. Et là, comme c'est un important programme, les partenaires espagnols seront les bienvenus. Je pense que c'est... Merci bien. Nous sommes là plutôt par rapport à notre objectif de nous développer dans le secteur agricole, domaine dans lequel nous avons quand même des milliers d'hectares en fait, vraiment qui n'attendent que d'être, disons, valorisés. Nous avons la chance d'avoir 5000 hectares dans une zone, disons, en fait, qui est vraiment très propice, notamment parce que nous avons l'eau. Donc aujourd'hui, nous sommes là, vraiment très intéressés pour développer des partenariats avec des sociétés espagnoles qui voudraient également travailler dans le cadre de projets d'exploitation. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, nous sommes là. C'est un groupe familial qui est en train vraiment de se développer, disons, très rapidement. Et comme je dis, on est là aujourd'hui essentiellement pour le secteur agricole. Donc je vous remercie. Monsieur Diop, tout à l'heure, vous a parlé dans son exposé du PEDIDAS, ce nouveau programme de développement inclusif et durable de l'agriculture qui se développe sur 10 000 hectares à peu près, sur 9 collectivités locales au nord. C'est important parce qu'on veut accueillir des investisseurs, mais ça fait dans l'horticulture essentiellement, mais il y a d'autres opportunités sur l'ensemble du territoire, et vous pourrez probablement échanger positivement sur ces secteurs-là. Senitagro et l'exportation de produits agricoles tels que les noix de cajou, du sésame et l'arachide à destination d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Et là, pour le moment, nous envisageons, nous ouvrons la porte au partenariat espagnol dans l'intention d'ouvrir une unité de transformation des fruits et légumes de la Casamance. Merci. Merci beaucoup, vous avez dit l'essentiel. Madame et Monsieur les représentants des institutions publiques, et je me nomme Abdullah Hadlo, directeur général du groupe Teranga Rewmi. C'est un cabinet consulting qui accompagne les Sénégalais de retour qui veulent investir au pays, et les entreprises espagnoles qui veulent investir. Nous, on est là pour les orienter extra. Voy a hablar un poco español, porque estuve aquí en España, he vivido en Asturias casi más de 10 años. Ahora mismo estoy en Dakar desde 2012, que he abierto una consultoría ahí, acompañar a los senegalíes que quieren volver a investir en casa con proyectos, con la financiación también porque el gobierno senegalés ha hecho unos fondos para ayudar a los senegalíes para volver a casa.
como FAES es un fondo que da más de 15.000 euros a los senegaleses que quieren volver. FONSIS es un fondo también que puede entrar en una empresa con los senegaleses que vuelven con proyectos con unas empresas españolas. También hay otros fondos como Place de Prix que pueden ayudar a los senegaleses que vuelven a casa. Y nosotros estamos ahí a hacerles los proyectos, orientarles la formación. Por eso hemos lanzado un gran proyecto que se llama FAES, Formación, Acción por la Empleabilité des Immigrés et des Jeunes. Ese proyecto acompaña 2.000 promotores al año. Este año es el primer año que estamos a 1.600 promotores que han vuelto de España, de Italia y de otros países. Estamos abiertos a orientar todos los senegaleses que quieren volver, a las empresas también españolas que quieren también, no solo para proyectos públicos, porque hay proyectos privados también que están muy interesantes, que los bancos senegaleses que están ya preparados para financiar esos tipos de proyectos. Y dar las gracias a todo el mundo. Merci. Je suis Abdoul Kassé, le responsable de la Banque de l'Habitat du Sénégal en France. Je viens représenter son directeur général, M. Moulou Bokarsi, qui s'excuse de ne pas être présent pour des raisons de préparation d'un conseil d'administration. Alors, pour présenter la BHS, ça va être simple pour la communauté sénégalaise, peut-être encourager plutôt nos partenaires ou futurs partenaires espagnols à venir investir au niveau du Sénégal. Donc la BHS est une banque qui est spécialisée dans le financement de l'immobilier, qui n'est pas seulement restée sur ce domaine d'activité, mais qui élargit aujourd'hui tout ce qui est attrait à l'investissement au Sénégal, que ce soit dans l'immobilier, mais dans le commerce et toute autre activité. Donc ce que nous encourageons, c'est de pouvoir échanger durant les autres journées à venir, à savoir demain, pour pouvoir vous conseiller sur nos différents domaines d'activité et vous encourager à venir au Sénégal pour qu'on puisse vous accompagner sur tout ce que vous souhaitez réaliser. Je ne vais pas être long, je tiens juste à encourager encore une fois ce genre de forum et à remercier cette invitation qui nous a été donnée et de vous dire aujourd'hui qu'on est à l'écoute sur tout ce qui va se passer ici et de pouvoir le relayer pour pouvoir en discuter. Merci. C'est le pragmatisme des banquiers, ils savent aller direct, straight to the point, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kassé. Tout le monde vous a entendu. Alors, on a apparemment des problèmes de traduction. On va donner 2 minutes la parole à votre gars, Monsieur Lee, parce qu'il faut que le monsieur de Attijari Wafa Bank ait le temps d'intervenir et qu'on clôture. Gracias por la oportunidad de parler dans cette occasion. Buenos días a todos. Mi experiencia en Senegal, que hace ya 25 años, se ha centrado durante bastante tiempo en el terreno de la formación de alta formación financiera. De tal manera que en este momento en Senegal va a salir la primera promoción de actuarios. Yo soy actuario economista. La primera promoción homologada a nivel de Europa y a nivel internacional. Y por lo tanto se puede hablar que Senegal tiene un centro logístico en la Universidad Cheikh Anta Diop para poder tener los técnicos de análisis de riesgo financiero suficientes homologados a nivel internacional. Esta experiencia nos ha permitido el poder buscar empresas y fondos de inversión que quieran situarse en la África subsahariana y por la estabilidad económica, política y democrática de Senegal en este país. En concreto, en este momento, y para resumir, lo que estamos es poniendo en marcha el desarrollo de 5 proyectos basados en primer lugar en la formación de personal en Senegal, la transferencia tecnológica universitaria para poder tener un desarrollo sostenible y la implantación de modelos de empresas que puedan generar valor agregado no solo al país y a su región. Eso se centra en los sectores, en nuestra opinión, claves. Por un lado, el sector energético basado no en la producción clásica, y no solo solar, sino también basada en la biogás, biomasa e hidráulica.
en el sector de la horticultura, pero basado en la tecnología de invernaderos de alta tecnología y, por tanto, evitando el gasto y la desertización. En el sector minero, pero en este caso en la búsqueda a través de alta tecnología de las materias primas y de los recursos hidráulicos. En el sector del hábitat, con la construcción mediante nuevas tecnologías, y también en lo que es el sector de la optimización del transporte. Dakar tiene un grave problema de transporte, como muchas ciudades, y la experiencia que tenemos acumulada a través de nuestro grupo en grandes ciudades como Bogotá, como es Santiago de Chile, como es en Medellín, como es ahora en Lima, de la optimización mediante programación matemática e informática, de la optimización de todos los recursos de transporte, quitando todo lo viejo e instalando sistemas que puedan hacer que la ciudad no pierda tanto tiempo y que el país no pierda tanto tiempo y pueda ser económicamente eficaz. Muchas gracias. Merci beaucoup, merci. Je crois qu'il est venu à Dakar plusieurs fois. Il a même un autre avantage comparé que je me permets de taire. Bon, mais enfin, merci, il est dans tous ces secteurs-là. Alors, on passe donc maintenant à la dernière session, c'est sur les financements. S'ils ne sont pas là, c'est Attijari qu'il faut appeler, M. Alami. Madame le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre conseiller, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, un honneur pour moi d'être invité à ce forum, avec tous mes remerciements et ma gratitude. Une manifestation claire déjà de notre collaboration et de la collaboration de notre groupe et de son engagement. Elle se manifeste directement ici dans cette salle. Nous avons nos collaborateurs déjà qui sont accompagnés par des clients à qui ils ont déjà confirmé leur engagement sur le Sénégal. Permettez-moi, avant de vous faire un certain nombre de repères et de ne pas vous alourdir avec des chiffres, de dire deux mots simplement sur notre stratégie. Pour vous donner un chiffre, sur les 5700 personnes travaillant dans nos filiales en Afrique, il n'y a que 23 Marocains. Et donc, en se basant sur ces assises fortes au Maroc, Attijari Wafa met un programme ambitieux de développement pour participer à la bancarisation par l'acquisition de banques sur le continent africain. Dans notre croissance externe, l'Afrique a constitué le marché le plus naturel, compte tenu de notre proximité géographique, culturelle et historique avec l'Afrique. Maintenant, Attijari est 6e banque africaine avec un total bilan de 37 milliards d'euros et opère en Afrique à travers des filiales spécialisées aussi. Et avec une position de leader, une présence dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, la CBAO est la première banque au Sénégal avec un réseau de 100 agences, à côté du Crédit du Sénégal qui compte 8 agences. Donc une forte présence dans ce pays. Mais en dépit des spécificités, notre modèle a un dénominateur commun avec l'Afrique, compte tenu justement des sensibilités socioculturelles que nous avons avec vous et qui caractérisent nos marchés. Nous le savons bien, un capitalisme familial, des produits et services destinés aux PME et aux très petites entreprises et des outils adaptés à la réalité de chaque pays. Pour ainsi dire, une offre adaptée à un marché dont les caractéristiques, souvent, ont été ignorées par les banques internationales. Nous avons des instructions fermes de notre président, Madame le ministre. Il nous dit que quand vous êtes au Sénégal, vous êtes d'abord sénégalais.
Nous sommes aussi, et aujourd'hui, le premier opérateur bancaire en francs CFA, en total actif, et participant à ce titre de façon active au financement des projets de développement dans cette région. Vis-à-vis des entreprises, nous intervenons aussi dans le financement du trade finance, en accompagnant les exportateurs et les investisseurs étrangers sur les pays africains à travers nos filiales européennes. Nous sommes présents en Espagne à travers 15 agences, on est en Italie, on est en Allemagne, en Belgique, Hollande, Angleterre et Allemagne, et chacun et chacune de ces filiales offre aux investisseurs sur l'Afrique une couverture totale du risque pays et une couverture du risque client. Et ça, c'est le plus important pour les opérateurs économiques. De même, pour la communauté africaine résidant en Europe, nous offrons les mêmes produits et services que ceux dont bénéficie la communauté marocaine résidant à l'étranger. Les mêmes, aussi bien d'un simple compte jusqu'à un financement de crédits à la consommation ou des crédits immobiliers à travers le réseau que nous avons sur l'Afrique. Et ce qui nous conforte, Madame la Ministre, Madame le Ministre, dans notre politique, c'est la visite de nos frères sénégalais à notre réseau ici en Espagne et qu'ils reconnaissent parfaitement à travers ses couleurs et son logo. Et vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent? On vous connaît parce que vous êtes installés chez nous. Je souhaite que ce forum s'inscrive dans une démarche gagnant-gagnant, vous l'avez dit, Madame le Ministre. Il ne faut pas aller en conquérant, mais il faut aller en partenaire. Partenariat et non paternalisme. Et que cette coopération qui est en train de se construire soit porteur ou soit porteuse d'espoir, mais surtout aussi de bien-être pour la population. Avec votre permission, Madame le Ministre, je terminerai simplement avec une citation d'un homme pour qui nous avons un immense respect et considération. Surtout quand il a dit « Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle, vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. » Merci beaucoup. Vous avez entendu les collaborateurs qui ont parlé, l'ambassadeur, M. Diallo, et le gouvernement catalan, M. de Fomen. Bref, nous avons atteint l'objectif d'avoir des échanges pour mieux nous faire connaître les opportunités d'affaires au Sénégal et le cadre dans lequel vous avez à intervenir. Et les entreprises espagnoles que j'ai entendues peuvent être érigées au rang d'ambassadeurs du Sénégal parce qu'ils ont vendu la possibilité de faire des affaires au Sénégal, de les faire dans un cadre en général sécurisé et dans un environnement stable au plan politique notamment, dans une démocratie avancée et apaisée. Je pense que ça n'est plus à démontrer, où les risques sont en général connus et maîtrisés, et où aujourd'hui, justement, pour la plupart du temps, nous sommes au standard. Ça n'est pas une déclaration de quelqu'un qui est partisan, c'est tous les systèmes de notation connus aujourd'hui qui le disent. Le Doing Business, Transparency International, le mot Ibrahim, le Moody's, etc. Tout le monde en convient que nous avons fait des pas de géant, et cela est aussi la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agit de consolider ces acquis parce que nous sommes convaincus que les acquis
ne sont jamais définitifs. Il faut continuer à se battre et surveiller l'environnement parce que tout le monde se bat aujourd'hui, tout le monde veut aller à un niveau assez élevé de services rendus, d'environnement des affaires, de production, etc. Et nous avons le devoir de surveiller justement ces acquis, de progresser et de considérer, je l'ai dit tout à l'heure, que les acquis ne sont jamais définitifs et nous devons capitaliser sur ce que nous connaissons déjà. La Catalogne aura très probablement envie de renforcer ou de maintenir ces 25%, mais s'ils ne font pas attention, peut-être que c'est les Asturies ou la Valence qui va lui empiéter, qui va le doubler sur la dernière ligne. Donc c'est une compétition, comment dire, permanente, voilà. C'est une compétition permanente et chacun a intérêt à attraper le témoin, à courir très rapidement. Et nous aussi, au Sénégal, nous avons aménagé un espace où, comme je le dis, moi j'aime à le dire souvent, les retardataires le regretteront parce que nous sommes en train de bouger assez rapidement dans le bon sens, dans la bonne direction. Et les Sénégalais qui sont en Espagne doivent aussi se rappeler qu'ils sont les ambassadeurs, tous les ambassadeurs du Sénégal en Espagne. Et l'Espagne, qui est à l'extrême sud du continent européen, fait assez bien le relais avec notre pays qui fait cap sur le monde, dernier point le plus à l'occident de l'Afrique, du continent africain, et nous devons exploiter toutes ces similitudes qui sont historiques, qui sont culturelles, malheureusement sur lesquelles je n'aurai pas l'occasion de m'étendre. Mais je voudrais remercier tout le monde d'être venu, Excellence, de m'avoir permis d'être là et de me substituer à vous une matinée et souhaiter à tout le monde un bon retour. Les discussions peuvent continuer par contact électronique, peuvent continuer dans les rues, continueront encore demain et j'espère qu'au bout de ces 2 journées, nous aurons au moins amélioré la compréhension entre nous et amélioré la présence de l'Espagne au Sénégal et des produits sénégalais en Espagne. Je vous remercie et vous souhaite un bon appétit. Merci.